Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre 7-8 Week-end. Nous allons parler actualité, mais aussi loisirs. Voici les titres de ce vendredi 5 mars. Pas de confinement le week-end en Île-de-France et une accélération de la vaccination. Ce sont les deux annonces à retenir pour les Yvelines de l'intervention jeudi soir du Premier ministre Jean Castex. Nous ferons le point et nous irons à cette occasion à Maule où le département commence le déploiement de son Vaccibus pour les zones rurales. Nous parlerons également de la grande collecte annuelle des Restos du Cœur qui a lieu ce week-end 5, 6 et 7 mars. Rencontre avec l'une des bénévoles du comité des Yvelines et en plateau avec nous Emmanuel Naudet-Langlois, président des Restos du Cœur 78. Et puis une sortie pour ce week-end puisque c'est encore possible. L'Arboretum de Versailles-Chèvreloup rouvre ses portes et ce sera gratuit tous les premiers dimanches du mois. Juste avant cela, le Premier ministre Jean Castex s'est une nouvelle fois exprimé sur la crise sanitaire jeudi 4 mars. Deux choses ont notamment été annoncées. La première, les centres commerciaux de plus de 10 000 m² doivent fermer leurs portes à partir de ce vendredi 5 mars minuit dans les 23 départements sous surveillance renforcée. Les Yvelines sont évidemment concernées. L'autre annonce, c'est l'accélération de la campagne de vaccination dans ces mêmes 23 départements. 135 000 doses doivent être allouées dès ce week-end dans les territoires concernés, dont 51 000 en Île-de-France. Le gouvernement a pour objectif 30 millions de personnes vaccinées d'ici l'été. Enfin, les habitants des départements sous surveillance renforcée sont aussi priés par le gouvernement de ne pas quitter leur région ou leur territoire. Et ce vendredi 5 mars a aussi été choisi par le département des Yvelines pour présenter son Vaccibus à Maule. Destiné à la vaccination contre le Covid-19 des plus de 75 ans, il va sillonner les zones rurales dans les Yvelines. Les précisions de Grégory Canalé. Il sera stationné à chaque fois à proximité directe des salles des fêtes. Le Vaccibus fait étape ce jour-là à Maule. Mis en place par le département des Yvelines et l'agence régionale de santé, il servira à acheminer des doses Pfizer. Elles sont à destination des personnes de plus de 75 ans vivant dans les communes rurales. Les vaccins sont stockés dans le véhicule, préparés avant d'être administrés à l'intérieur des salles des fêtes par une équipe médicale. Un dispositif complémentaire au centre de vaccination déjà en place. Le Vaccibus permet d'aller sur des communes qui sont pas forcément aujourd'hui couvertes par un centre de vaccination et d'aller au-devant de la population qui a des difficultés pour accéder à une vaccination dans ces centres de vaccination. Pour aller au contact de nos concitoyens qui ne peuvent pas forcément se déplacer facilement, en particulier donc les personnes âgées, parce que ça n'est pas très simple pour elles de se rendre dans des lieux de vaccination éloignés. Le Vaccibus se rendra dans les intercommunalités de Gallimauldre, de Cœur d'Yvelines et des Portes d'Île-de-France. 120 doses seront administrées à chaque journée de vaccination. Elles profiteront aux villages des alentours. L'opération à Maule, ce vendredi 5 mars, était adressée également aux habitants de 5 autres communes. Ces personnes ont été identifiées directement par les municipalités. Quand on arrive en âge, surtout comme moi qui n'ai absolument plus aucun parent, aucun ami, aucun enfant, je suis contente de pouvoir être soignée ici à Maule. Je pense que ce démarrage-là, plus le centre de Crépierre qui se met en place la semaine prochaine, je crois que ça va rassurer beaucoup de monde. Au-delà du Vaccibus, 9 centres de vaccination sont en place dans le département. 4 sites supplémentaires doivent ouvrir dans la semaine du 8 mars. Et on va maintenant parler sport et plus précisément de cyclisme. Dimanche 7 et lundi 8 mars, le département va accueillir les coureurs du Paris-Nice. Pour nous parler de cette édition 2021, Mickaël Elmidoro, journaliste de la rédaction, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce Paris-Nice sera forcément un peu particulier avec la crise sanitaire. Oui, tout à fait. On a eu peur, on a tremblé jusqu'au dernier moment. On parlait notamment d'un possible confinement le week-end en Île-de-France et d'une possible annulation de la course au soleil. Mais cette 79e édition aura bien lieu. Ce dimanche, les coureurs partiront de Saint-Cyr-l'École pour 2 boucles dans les Yvelines. Le lendemain, ce sera la petite commune de Oinville-sur-Moncian. Je ne sais pas si vous connaissez, Éléonore. 1000 habitants seulement qui accueillera le départ direction le Loiret. Un vrai soulagement pour le département qui accueille le Paris-Nice depuis 12 ans. Qu'est-ce qui va changer cette année au niveau de l'organisation, Mickaël ?
Alors, pour comprendre ce qui va se passer ce dimanche à Saint-Cyr-l'École, il faut se souvenir du dernier Tour de France et notamment de la dernière étape à Mantes-la-Jolie. Les organisateurs avaient créé une véritable bulle, un huis clos sanitaire autour de l'événement. Pour résumer, il y aura des systèmes de filtrage pour limiter le nombre de spectateurs autour du site au départ sur le principe de une personne tous les 4 mètres carrés. Seuls les riverains et personnes accréditées pourront se rendre sur le site. Les coureurs ne pourront pas approcher le public. Les sportifs passeront brièvement sur le podium pour les présentations. Ils pourront répondre aux questions des journalistes, mais de loin et sans contact. Les coureurs seront tous soumis au départ de l'épreuve à des tests PCR comme l'ensemble des personnes qui seront autour de l'événement. J'ai dû par exemple faire un test PCR moi-même pour avoir mon accréditation ce dimanche. Et je suis négatif, donc Magnifique. Je pourrai venir sur place. Les spectateurs sur la route, eux, ne seront pas soumis à ces contrôles et ils pourront regarder tranquillement passer le peloton par la fenêtre ou sur les bords du chemin. Mais attention, pas d'attroupement de plus de 6 personnes. Et bien sûr, la vente d'alcool est interdite et la consommation d'alcool est interdite pour le public. Est-ce qu'il y aura des têtes d'affiche du coup, malgré ce contexte sanitaire dimanche ? Alors pas énormément à Éléonore, la crise sanitaire ne permet pas d'avoir un plateau très fourni en stars cette année. Certains ne viendront pas à cause des quarantaines mises en place dans certains pays. Les 2 précédents vainqueurs du Tour de France, le Colombien Egan Bernal et le Slovène Tadej Pogačar ne seront pas présents, tout comme le chouchou du public français Julian Alaphilippe, mais plusieurs têtes d'affiche seront quand même présentes sur ce Paris-Nice, Primož Roglič. Deuxième du dernier Tour de France sera là. Il y aura également le tenant du titre, l'Allemand Maximilian Schachmann, et un solide duo pour la Groupama FDJ avec David Gaudu pour le général et Arnaud Démare pour les sprints. Les passionnés de cyclisme vont donc pouvoir quand même voir du spectacle dans les Yvelines malgré ce contexte particulier. Merci Michael Elmidoro pour toutes ces précisions. Et je rappelle que le départ de cette 79e édition du Paris-Nice sera donné ce dimanche 7 mars depuis Saint-Cyr-l'École. Juste avant d'accueillir notre invité du jour, Emmanuel Naudet-Langlois, président des Restos du Cœur 78, ce week-end du 5 au 7 mars, c'est la grande collecte nationale de l'association Les Restos du Cœur. Pour l'occasion, rencontre avec une bénévole du comité départemental des Yvelines, portrait, un montage de Rémi Lefebvre. Je veux surtout pas qu'on emploie le terme RH, parce que c'est un terme tellement lourd, tellement juridique, tellement salarial, que non, c'est pas possible. Donc dans le monde bénévolat, je m'occupe des bénévoles, ouais. Je suis la bénévole qui s'occupe des bénévoles. Cela fait 12 ans que Sandrine Vincent, 51 ans, maman de 2 enfants et habitante de Chambourcy, est bénévole au sein des Restos du Cœur dans les Yvelines. D'abord directrice commerciale, salariée dans l'immobilier ou encore dans les assurances, puis 10 ans d'expatriation à l'étranger. En rentrant, Sandrine se lance et intègre l'association. Quand je suis rentrée, j'avais un peu une rupture de réseau, en fait, professionnels, sociaux, enfin c'était compliqué. Mes enfants ont grandi. Un peu le syndrome du nid vide. Et un matin, on se dit, bon, ça peut plus durer, hein, la banquette, c'est bien, mais je veux donner un sens à mes journées. Les restos m'ont convenu parce qu'il y avait cette notion d'indépendance politique, religieuse. Je n'avais pas l'impression d'adhérer ni à un parti, ni à une conviction. En 2009, Sandrine commence par un poste administratif, mais très vite, le terrain l'appelle. Elle passe 3 ans au sein du centre d'accueil de Vernouillet. Aujourd'hui, elle forme les bénévoles au terrain, mais aussi à l'esprit resto. J'oriente mon bénévolat vers les bénévoles, que ce soit pour le recrutement, que ce soit pour la formation, que ce soit pour leur parcours au sein des restos. Mon souci, c'est qu'ils vivent bien leur bénévolat, parce que c'est pas tous les jours facile. Sans bénévole, il n'y a pas d'assos. Donc je mets toute mon énergie, j'essaye ma bonne humeur et parfois un certain phrasé pour que tout le monde se porte au mieux. Avec la crise sanitaire, beaucoup de choses ont changé, mais pas l'envie de Sandrine de poursuivre sa mission, entre adaptation au confinement, aux mesures barrières et remotivation des troupes. On a eu un temps de sidération d'une 15aine de jours assez compliqué, où on a tout suspendu un peu. Et puis à un moment donné, on s'est dit, il faut y retourner, quoi. C'est pas possible. Donc on a mis en place un système pendant toute la période de confinement de colis. On en a fait 60 000 des colis, avec de la musique, avec des rires, avec du froid, mais on s'en fichait. On retrouvait des humains et on avait besoin de retrouver des humains. On est toujours très vigilants sur nos respects de mesures sanitaires, tout en mettant de plus en plus d'humains ou d'humanité dans ces masques et dans ces contacts compliqués, quoi. Donc c'est voilà, notre priorité pour ce début d'année, c'est ça.
Chaque année, les Restos du Cœur 78 accueillent environ 15 000 personnes pour 1200 bénévoles. Ce week-end, c'est la grande collecte nationale. Sandrine, comme tous les autres, sera évidemment sur le pont. Nous accueillons en plateau avec nous Emmanuel Naudet-Langlois. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président du comité départemental des Yvelines des Restos du Cœur. Alors, je le rappelle, ce vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 mars, c'est la grande collecte nationale de l'association. 75 000 bénévoles, comme Sandrine, que l'on a pu voir dans ce portrait, seront présents dans toute la France, dans de nombreuses grandes surfaces, pour collecter des denrées donc alimentaires non périssables ou des produits d'hygiène. L'an passé, c'est 7400 tonnes qui ont été récupérées dans la France. Dans les Yvelines, ce week-end, 55 points de collecte, 700 bénévoles par jour, c'est beaucoup. Qu'en attendez-vous justement de cette grande collecte, en tout cas yvelinoise ? Eh bien, d'abord, on en attend plusieurs choses. D'abord, c'est un moyen de rencontrer les gens, donc de voir quelle est la réaction des gens par rapport à la crise actuelle, de voir si la générosité sera toujours au rendez-vous. Je suis passé dans quelques magasins depuis ce matin. Je pense que la générosité est toujours là et on a un très bon accueil de la part des personnes qui viennent faire leurs courses. L'importance de la collecte nationale, c'est que ça nous permet d'ouvrir nos centres pendant ce qu'on appelle la campagne d'été. Ce qui est le plus connu pour les Restos du Cœur, c'est la campagne d'hiver qui va s'arrêter à la fin de la semaine prochaine. Ensuite, on va être fermé pendant 2-3 semaines suivant les centres, mais ensuite, on va réattaquer. Et la collecte nationale est vraiment un moment essentiel pour nous pour pouvoir distribuer des produits alimentaires sur le reste de l'année. J'imagine que vous espérez collecter autant, voire plus que l'année dernière ? On a toujours cet objectif-là parce que on a besoin d'aider les personnes. Et puis, oui, je pense qu'on compte toujours sur la générosité des gens qui, en général, est là. Mais de fait, d'année en année, on s'aperçoit qu'on arrive à collecter de plus en plus. Alors cette année, j'imagine que la collecte a une saveur particulière, d'autant plus particulière, on s'en doute. Elle est d'autant plus importante aussi. Avec la crise sanitaire, les bénéficiaires ont augmenté, en tout cas au niveau national. Quelles ont été les répercussions sur les Restos du Cœur 78 en particulier ? Alors, sur les Restos du Cœur, au niveau du 78... globalement, moi je m'attendais à ce qu'il y ait une vague forte en début d'année. Cette vague, on la sent toujours arriver, mais par contre, il y a des centres dans lesquels on a beaucoup de soucis parce que on a des accroissements à 2 chiffres. Donc, je pense dans le Mantois, je pense au Mureaux, à Plaisir, à Trappes. Donc, il y a un certain nombre de centres où ça commence à véritablement nous poser des soucis. Voilà, absolument. Et sur le profil donc de cette nouvelle population, il y a une nouvelle population qui est apparue, ce sont les étudiants. On en parle beaucoup avec la crise sanitaire. Est-ce que c'est aussi le cas dans les Yvelines ? Est-ce que vous avez beaucoup de jeunes, d'étudiants qui viennent au resto désormais ? Alors, on a une demande plus importante de la part des étudiants. Je crois ce qui est important, c'est qu'il y a eu une mutualisation au niveau des associations qui font de l'aide alimentaire et on a essayé un petit peu de se répartir les tâches. Donc oui, les restos accueillent des étudiants, même on va essayer de peut-être d'en faire travailler certains, mais pour le moment, oui, il y a une demande, c'est indéniable. La part des jeunes chez vos bénéficiaires, est-ce que vous la connaissez ? Oui, on accueille environ 50% de gens qui ont moins de 25 ans. C'est énorme, c'est un chiffre énorme. C'est assez monstrueux, je dirais même. Donc ça nous pose véritablement beaucoup de problèmes et ça pose beaucoup de questions pour l'avenir. On va revenir justement sur cette grande collecte avec Sandrine Vincent qu'on a écouté tout à l'heure dans le reportage. Cette bénévole donc des Restos du Cœur 78, je le rappelle, elle nous parle, elle, de ce que représente cette grande collecte annuelle vraiment pour elle. On écoute. Je suis d'une nature, en dépit de tout, je suis pas d'un peu ronchon. Et c'est une sorte de grand-messe de réconciliation avec l'humanité. Je suis toujours touchée par la générosité de tout à chacun. Ce qui me touche, moi, c'est cette envie d'aider, concrètement, tout de suite. Et dire, OK, de quoi vous avez besoin ?
Et ça, moi, ça m'émeut. C'est 3 journées d'enfer, c'est le week-end resto, on finit à genoux, mais on est content de savoir qu'on a bien fait les choses. En tant que président des Restos du Cœur 78, qu'est-ce que vous ressentez chaque année, vous, à la fin de ce grand week-end finalement solidaire ? Est-ce que vous partagez les sentiments de la bénévole Sandrine Vincent ? Alors, j'allais exactement commencer par ça. Je trouve que la qualité première de Sandrine, que je connais depuis déjà pas mal d'années, sa qualité première, c'est l'empathie. Alors, on a tous notre caractère, mais elle, quoi qu'il arrive, on sait que l'on peut compter sur elle et qu'elle va être à l'écoute de l'autre. Donc, pour moi, c'est la qualité première, si vous voulez. Donc, ensuite, au niveau de la... Comment dirais-je, de la... Qu'est-ce que vous ressentez après ce grand week-end solidaire ? Quel est votre ressenti à vous, personnel ? Alors, un petit peu ce que Sandrine a dit. On est sur les genoux, mais c'est une fatigue saine. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on aura le temps de récupérer derrière, et on se dit surtout que grâce à tout ça, on va pouvoir aider des gens et puis leur apporter beaucoup de bonheur. Voilà. Dernière question très rapidement. La semaine prochaine, le 12 mars précisément, se termine la campagne d'hiver des Restos du Cœur, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez un petit bilan à en faire dans les Yvelines ? Alors, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on aura distribué entre 900 000 et 950 000 repas pendant la période d'hiver. On peut dire qu'on est au même niveau ou légèrement supérieur à ce qu'on faisait en 2019. Je ne parle pas de 2020 parce qu'à cause du Covid, ça avait considérablement chuté. Donc, si on fait une comparaison 2021-2020, ça n'aura aucun sens. Mais par contre, je ne vous cache pas qu'on est quand même assez inquiet sur ce qui risque de nous arriver dans les quelques mois qui vont venir. Dans l'après, comme on dit. Absolument. Merci Emmanuel Naudet-Langlois d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et moi, je vous remercie de m'avoir accueilli. Comme chaque semaine, votre rendez-vous en partenariat avec les Surligneurs, ce collectif qui décrypte les déclarations des politiques et des personnalités publiques. Aujourd'hui, retour sur l'impartialité de la justice dans l'affaire Nicolas Sarkozy. On écoute Vincent Couronne, fondateur des Surligneurs et docteur en droit à l'université Versailles-Saint-Quentin. Nicolas Sarkozy a été condamné le 1er mars 2021 dans l'affaire dite des écoutes à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an ferme pour corruption active et trafic d'influence. Sans surprise, l'ancien président de la République compte faire appel. Pour se défendre, Nicolas Sarkozy utilise un argument en remettant en cause notamment l'impartialité de ses juges. Il est vrai que l'impartialité de la justice est un principe fondamental et qu'il est protégé par la Convention européenne des droits de l'homme que la France a ratifiée et qu'elle a donc l'obligation de faire respecter. Nicolas Sarkozy, qui avait traité les juges lorsqu'il était président de la République de petits pois, car ils se ressemblent tous, mêmes origines, même formation, disait-il, se plaindrait de ce que les juges, désormais, aient trouvé avec l'affaire des écoutes un moyen de se venger. Et il est vrai, comme le dit Nicolas Sarkozy, que l'impartialité s'effondre dès que l'accusé a la conviction personnelle que le juge n'était pas impartial. L'apparence de partialité suffirait à dire donc que le juge est partial. L'ancien président menace donc de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour faire reconnaître cette partialité. Sauf qu'à regarder de plus près les raisons que la Cour européenne des droits de l'homme retient habituellement, le cas Sarkozy laisse peu de chance à Nicolas. Car encore faut-il que cette apparence de partialité soit confirmée par un observateur objectif, nous dit la Cour. De ce point de vue, il n'est pas sûr que cet observateur aurait le même avis que Nicolas Sarkozy. Et si la Cour européenne des droits de l'homme suivait le raisonnement de l'ancien président, il suffirait à n'importe quel accusé ou prévenu d'insulter toute la magistrature pour échapper à tout procès. L'actualité de la semaine dans les Yvelines, c'est Célia Gatsongo qui vous la résume en 78 secondes. Rentrée scolaire perturbée. Les écoles de Chambourcy sont fermées pour au moins une semaine après la découverte de 13 cas du variant sud-africain du Covid-19. Une grande campagne de dépistage a été organisée dans le gymnase de la ville. Des tests salivaires seront également déployés dans les écoles primaires des Yvelines. Clap de fin pour les soldes d'hiver, un bilan plutôt positif au centre One Nation des Clés-sous-Bois qui a pu rester ouvert grâce à ses espaces à l'extérieur.
Puisque l'on parle commerce, le département des Yvelines soutient les commerçants de Chevreuse en leur attribuant une aide d'urgence. Au total, ce sont 48 500 € qui ont été refinancés par le département pour la commune. Le port du masque est dorénavant obligatoire partout dans les Yvelines, décision prise par le préfet pour freiner l'épidémie de Covid-19. Il est aussi interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique. On en sait davantage sur le quartier des Savoirs qui sera sorti de terre d'ici 2030 à Guyancourt. Situé sur les anciennes friches de Thalès, ce nouveau quartier accueillera la ligne 18, la future gare et environ 2000 logements et commerces. Le plan de restructuration des collèges a été dévoilé par le département. 15 établissements devraient être construits d'ici 2025 pour un coût total de 525 millions d'euros. Pour refermer ce 7-8 week-end, malgré les restrictions sanitaires et évidemment en respectant les gestes barrières, Célia Gatsongo vous propose de découvrir ou redécouvrir l'arboretum de Versailles-Chèvreloup. Ce dimanche 7 mars, le parc sera gratuit pour tous les visiteurs. Il en sera de même tous les premiers dimanches du mois. L'arboretum de Versailles-Chèvreloup a rouvert ses portes ce lundi 1er mars après 5 mois de fermeture. Et pour fêter cela, le parc est gratuit ce dimanche 7 mars. Nous accueillons Frédéric Achille, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint des jardins botaniques du Muséum national d'histoire naturelle. Le parc compte 200 hectares et près de 2500 espèces végétales. Quelle est la plus remarquable en ce moment, selon vous ? Alors c'est difficile de choisir, mais alors là on est vraiment en tout début de saison. Donc c'est les premières floraisons, en particulier des pruniers ou des cerisiers. Alors il y a les premiers cerisiers japonais qui commencent à fleurir dans la zone horticole au centre de l'arboretum par exemple, que j'aime beaucoup parce qu'il y a une floraison très vive et très colorée. Plus de 10 000 arbres sont à découvrir ici, si je ne me trompe pas. Oui, alors il y a environ 10 000 arbres, c'est difficile de les compter tous parce que c'est sur une très grande surface. Alors l'ensemble des espèces d'arbres sont inventoriées, donc on a une base de données de collection. Et puis il y a des arbres qui sont intéressants à différentes périodes de l'année. Et donc là c'est le tout début des floraisons, mais tout au long de l'année il y aura des floraisons intéressantes à venir voir. Le parc se compose de 3 zones géographiques, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez m'expliquer peut-être un peu plus? C'est ça, sur les 200 hectares du parc, les collections sont organisées en différentes zones. Donc il y a 3 zones géographiques qui dépendent donc de l'origine des espèces qui sont cultivées ici. Donc une zone européenne, une zone américaine, une zone asiatique. Et puis des zones systématiques où les espèces sont regroupées par affinité botanique. Qui peut venir à l'arboretum finalement? Est-ce que tous les publics sont les bienvenus? Alors bien sûr, tous les publics sont bienvenus. Alors il y a des choses à voir pour tout le monde en fait. Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout la botanique, c'est simplement une promenade dans la nature où on découvre beaucoup d'espaces naturels, de plantes sauvages, des animaux aussi. Donc il y a tout un aspect de promenade qui est très agréable. Et puis pour les spécialistes, vous avez des collections spécialisées de tout type. Donc on a beaucoup de conifères par exemple, on a aussi des plantes fleuries comme des cerisiers ou des pruniers qui ont un aspect très ornemental. Et est-ce qu'on pourrait faire le tour en quoi, une journée, c'est possible? Alors on propose différentes visites en fait. Il y a un petit parcours rapide en 2 heures qui permet de voir un peu un extrait de l'arboretum. Et puis il y a un parcours randonnée qui fait 11 km qui permet de découvrir l'ensemble du terrain et l'ensemble des paysages. Et puis selon les saisons, en fait, il y a des points d'intérêt plus ou moins intéressants. Par exemple la floraison des cerisiers ou bien à l'automne les feuillages des érables japonais. Et selon la saison, donc on oriente le visiteur vers différents points de l'arboretum, ce qui permet d'avoir une visite à la carte. Et alors aujourd'hui, là on est début mars, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors c'est vraiment le tout début des floraisons des arbres. Il y a les saules qui commencent à sortir leurs chatons, qui sont assez jolis. Et puis il y a le début des cerisiers. Alors cette année, il faut savoir qu'on a à peu près 15 jours d'avance. Donc les cerisiers japonais commencent à fleurir, les variétés les plus précoces. Mais ça va s'étaler jusqu'au mois d'avril. Et puis après, on aura les pommiers qui commenceront à fleurir un peu plus tard. Et on a également des pruniers sauvages qui sont assez répartis dans l'arboretum. Très bien, et merci beaucoup Frédéric Achille d'avoir été notre invité. Je vous en prie.
C'est la fin de votre 7-8 week-end. Merci de l'avoir suivi. L'information revient lundi à 18h en direct dans le 7-8 journal présenté par Grégory Canalet. Vous pourrez revoir cette émission et toutes les autres en replay sur notre site internet tv78.com et notre application mobile TV78. Et d'ici là, une très belle soirée et un très bon week-end.